Bon, Hendrik, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord? Alors, Hendrik Davy, député effectivement de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est Marseille. Pour ceux qui connaissent, c'est la Plaine. Cours Julien, non, ça c'est la circonscription de Manu, mais c'est le 5, 4, 5 et 6e arrondissement de Marseille. Alors, tu es arrivé juste à l'instant, là, il est un peu plus de 20 heures, parce que tu étais au Parlement. Il y avait un débat sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu pourrais, en primeur, nous révéler ce qui s'est fait cet après-midi au Parlement? Surtout, j'ai loupé un vote à cause de vous. Alors, heureusement, le sens du vote n'en est pas changé. Alors, cet après-midi, on avait un débat sur la Nouvelle-Calédonie. C'est un débat intéressant, je pense, et on pourra en discuter tout à l'heure dans le débat. C'était un débat sur... puisqu'en réalité, vous savez, il y a les accords de Nouméa qui prévoyaient 3 référendums. Et ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'un des référendums, le dernier, en fait, s'est tenu alors que les indépendantistes refusaient qu'ils se tiennent parce qu'on était en pleine période de Covid et qu'il y avait des soucis, donc, y compris avec beaucoup de morts chez les Kanaks. Et donc le gouvernement a tenu à ce que ce référendum se tienne et maintenant il ne trouve rien de mieux que d'essayer d'avancer, en fait, de reculer les élections qui ont lieu actuellement, qui devraient avoir lieu en mai, et d'essayer de faire passer une loi constitutionnelle pour changer le corps électoral. Ce qui est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que dans les accords, en fait, qui avaient eu lieu dans les années 80, l'idée, c'était précisément de bloquer, de geler le corps électoral parce qu'on a un problème de colonie de peuplement en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est vraiment caractéristique du fait colonial, mais qui est assez fort en Nouvelle-Calédonie. Et pour éviter finalement que ce qu'ils appellent les métros, hein, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, envahissent trop pendant la période des différents référendums l'île, il y avait un gel du corps électoral. Alors ce gel, il ne peut pas être indéfini, c'est ce que nous a rappelé Darmanin ce soir. Ce gel ne peut pas être indéfini, mais le problème, c'est qu'il passe un peu en force. Parce qu'effectivement, là, ce qui est un peu surprenant, c'est que certains Kanaks, y compris qui sont des néos, parce qu'ils ont eu 18 ans, etc., ne peuvent pas voter. Donc ça peut être surprenant. Mais là, il passe en force. C'était pas mal de commencer par cette anecdote parlementaire. Donc j'ai voté l'amendement de suppression, mais j'ai pas pu voter la loi parce que sinon je loupais mon train pour ici. J'ai dû courir dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour attraper mon train. Mais c'est intéressant parce que ce sujet, particulièrement, qui est un sujet sur le fait colonial français, est un sujet que moi j'aime bien prendre à bras le corps et qui est une caractéristique aussi de notre courant. On peut se féliciter d'ailleurs que la France Insoumise, sur ce sujet, que la France Insoumise soit sur une position qui est une position de reconnaissance du fait colonial et une position assez ferme sur ces questions. Je rappelais en venant que le vote a été commun à ELV, LFI et le groupe communiste. Par contre, le Parti socialiste a voté avec la Macronie sur ce vote. On retrouve en fait sur ces questions-là des anciennes divergences. Alors, il y a l'actualité internationale est très chargée. Il y a eu aussi, dans la semaine dernière, hein, il y a eu un débat sur l'Ukraine et un autre sur la Palestine. Est-ce que tu pourrais nous parler, pour commencer par exemple, de l'Ukraine ? Alors, le troisième terrain, après la Nouvelle-Calédonie et l'Ukraine, c'est la Palestine. Ouais, la Palestine, qui n'est jamais un conflit comme les autres. La Palestine, d'abord parce que, historiquement, et là, on revient sur la notion d'impérialisme, et on peut faire une bifurcation sur la question des ressources naturelles et de la crise écologique, parce qu'en fait, une des vocations d'Israël, d'un point de vue géopolitique, après j'en reviendrai à son histoire propre, mais une des vocations politiques, c'est quand même d'être le chien de garde des États-Unis dans la région. Ça reste vrai, parce qu'on a le pétrole et on a le gaz naturel et il faut absolument un policier dans la région au solde de l'impérialisme américain. C'est pour ça qu'il a été soutenu quand même grandement par l'impérialisme américain et donc c'est pour ça que voilà, on a cette situation géopolitique-là. Après, se rajoute à cette situation-là à la fois une colonisation historique, hein, on est un processus de colonisation, mais un processus de colonisation très particulier où les colons n'ont pas de patrie. Je voudrais quand même qu'on ait conscience les uns et les autres de ça. C'est pas simple. On peut pas juste dire aux Israéliens maintenant, ça fait depuis 1948 qu'il y a un État là-bas, etc. Rentrez chez vous. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez le dire aux Français d'Algérie, encore on l'a pas vraiment dit, mais c'est pas possible. Donc il faut trouver une solution quand même pour que les deux peuples puissent vivre, soit dans 2 États, c'est ce qui est proposé par l'ONU, deux États, soit c'est ce que dit Rima Hassan, mais c'est ce que dit d'autres personnalités aussi en Palestine, d'un État binational.
internationale. Mais on est dans cette situation de crise aussi parce qu'on a un processus de fascisation en Israël avec Netanyahou, avec des fascistes, là, des vrais en plus, hein, au gouvernement. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur le jeu de politique interne et comment ça rétroagit sur la politique extérieure, moi je pense que c'est un cas assez typique de ce qui se passe. Bon, c'est totalement dramatique. Enfin, on se trouve avec, je ne sais pas si on imagine les uns les autres, plus de 30 000, maintenant on a 35 000 morts probablement, dont beaucoup d'enfants. On est dans un véritable carnage. Je ne reviendrai pas sur les différentes discussions sur cette question, mais je crois que ça nécessite notre solidarité, la mobilisation la plus large possible pour obtenir un cessez-le-feu d'Israël. Et notez bien, et ça permet de parler aussi de ce que je dis dans le bouquin sur là où on peut agir nous, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, nos mobilisations sont utiles. Parce que la politique américaine et la politique maintenant française a changé, en tout cas de ton. C'est pas juste qu'ils ont vu des belles images à BFM ou à Al Jazeera, c'est qu'il y a eu des millions de gens dans la rue, surtout aux États-Unis et en Angleterre, moins en France malheureusement. Mais les manifestations tous les week-ends, nous à Marseille on a des manifestations tous les week-ends, ça pèse dans le débat public malgré tout. Et je crois que c'est en se mobilisant aussi qu'on fait bouger les choses. Et ça c'est une grande règle aussi de la lutte des classes, c'est qu'en face, quand ils cèdent, ils nous disent pas qu'ils ont cédé à cause de nous. Jamais. Jamais ils reconnaissent qu'on a gagné un chouïa. Donc il faut être toujours vigilant à ça. Jamais ils reconnaissent qu'on a gagné un chouïa. Donc il faut être toujours vigilant à ça. Alors, tu as commencé à parler de ton livre, et c'est vrai que face au chaos international, et puis chez nous, ça commence à sentir un peu mauvais. Donc toi, ce que tu as essayé de faire dans ce livre, que tu écris depuis longtemps, c'est de proposer un bilan. Mais moi, ce qui m'a semblé intéressant dans ton livre, c'est qu'il est écrit par quelqu'un qui a un parcours qui est un peu atypique. Est-ce que tu pourrais parler de ton parcours professionnel, universitaire et politique, avant de rentrer dans le bouquin ? Alors moi, depuis longtemps, je suis convaincu que le problème majeur de notre génération, c'est le changement climatique. Ce qui m'a amené en fait à faire des études de biologie, d'écologie et de travailler sur le changement climatique. Ma thèse portait sur l'effet du changement climatique sur les forêts. Et ensuite, j'ai fait 20 ans de recherche. J'ai été chargé de recherche, ensuite directeur de recherche à l'INRA. Et j'ai donc travaillé pendant 20 ans sur l'adaptation des forêts au changement climatique et sur leur vulnérabilité. Donc, j'ai cette fibre-là sur la question évidemment écologique. Et aussi, juste sur le parcours scientifique, pour ceux qui liront le bouquin, je parle quand même beaucoup de philosophes comme Orwell, comme d'autres philosophes pour qui la science et la vérité sont importantes. Hein. Et moi, et Bouvresse, qui était aussi un des philosophes, il est mort récemment, qui était un philosophe qui était édité par Agone et qui est maintenant édité d'ailleurs par Hors d'Atteinte, qui est un philosophe marseillais, avait écrit un livre que je trouvais très intéressant qui s'appelle, je crois que ça s'appelait Vérité, Science et Démocratie, quelque chose comme ça. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a besoin d'une certaine fidélité aux faits et en tout cas que l'approche scientifique est très importante. Et vous verrez d'ailleurs dans mes expressions en général, je pèse toujours mes mots, je fais toujours très attention à rester au plus près de ce qui me semble juste. Donc ça, c'est la patte scientifique. On peut dire. Ensuite, dès que je suis arrivé à l'INRA, j'ai été à la CGT parce que c'est normal. Enfin, je sais pas. Vous avez un autre truc, vous ? Bon, voilà. Non, il y a Sud. Il y a Sud. Il y a Sud. Mais bon, moi, j'ai adhéré à la CGT. Dès que je suis arrivé, je me suis fait engueuler d'ailleurs par le camarade du PC qui voulait pas que j'adhère alors que j'étais pas encore titularisé. On s'est dit, première engueulade politique. Je lui ai dit non, mais moi, j'adhère tout de suite, même si je suis pas titularisé. Et je dis ça parce que, voilà, après, j'ai construit ma section et tout. Et puis après, je suis monté dans les différentes instances. Et donc, j'ai été secrétaire national de la CGT INRAE, ce qui m'a donné aussi à voir pas mal à la fois les instances, puisque du coup, j'ai siégé au comité technique de l'INRA. Et je crois que ces instances-là sont assez formatrices pour savoir c'est quoi le dialogue social, c'est quoi aussi ce que ce n'est pas non plus. Voilà. Et j'ai siégé aussi au conseil scientifique de l'INRA, ce qui m'a permis d'avoir une approche un peu plus globale des questions d'agriculture et de gestion de l'eau. Et enfin, parcours politique, tu l'as dit, à part un court passage, je ne sais plus qui m'a balancé ça dans les dents, un court passage chez ELV, mais à l'époque ça s'appelait Les Verts et c'était entre 95 et 96, le temps où ils arrivent, je ne sais plus quand, à un moment donné, ils sont rentrés dans un gouvernement où ils ont déclenché une guerre. Sûrement c'était la guerre à l'époque de Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Et ils ont participé à la guerre. Bon voilà, et j'ai quitté à ce moment-là. Et après, j'ai adhéré à ATTAC et je suis rentré à la Ligue communiste révolutionnaire en 2003, je crois. Voilà, c'est ça.
Et voilà, membre de la Ligue communiste révolutionnaire, ensuite NPA, enfin vous connaissez tout ça, et ensuite Front de gauche à partir de 2012. Voilà. Donc un parcours plutôt trotskiste, marxiste, révolutionnaire assumé. Donc il y a une sorte de... Là, tu as fait une sorte de bilan face au chaos qui s'accélère, hein, mais tu parles aussi dans ton livre de stratégie révolutionnaire. Tu essaies de répondre à la question habituelle, que faire, hein? Ouais. Alors en fait, moi je dis la situation actuelle. Le deuxième chapitre, c'est l'horizon. On va peut-être pas en parler, c'est l'horizon écosocialiste, parce que moi, la stratégie, je sais pas si on se donne pas un horizon, c'est-à-dire où on va, je sais pas définir une stratégie. Une visée. C'est ce qui diffère d'ailleurs un programme électoral d'un programme de transition. On y reviendra, parce que c'est un vieil acquis trotskiste. Il y a un programme de transition si on sait où on va. Bon. Et j'essaie d'abord de définir où on va. Donc je parle d'horizon, parce que je pense que le terme horizon, c'est ce qu'il y a de plus juste, parce que l'horizon écosocialiste, on ne l'atteindra jamais, c'est un horizon, hein, donc c'est une révolution permanente pour atteindre quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Bon. Donc on reviendra peut-être sur l'horizon, parce que je pense que c'est intéressant, mais une fois qu'on a défini cet horizon, c'est comment on y va. Et pour moi, j'essaie de voir quels sont les verrous qui nous empêchent d'y aller, en fait. Bon, le verrou principal, il y en a plein, mais un des verrous principaux, c'est quand même le fait qu'on a des gens qui profitent de cette situation, ils en profitent vachement bien, hein, et qui ne veulent pas lâcher le guidon. Voilà. Donc à la fois des dirigeants économiques et des dirigeants politiques qui sont au service de ces dirigeants économiques. Dans un stade du capitalisme, vous connaissez bien, qui est l'impérialisme, hein, en gros, il y a une collusion entre les deux, et cette collusion-là, on la voit assez fortement aujourd'hui, comme Lénine pouvait la décrire dans les années 10, 1910, hein, date de son bouquin. Pourquoi j'en parle un peu? Elle est beaucoup plus criante. Elle existe toujours, cette collusion, mais là, elle est très criante en ce moment. Enfin, je vous prends juste un exemple que je connais bien sur l'enseignement supérieur. Typiquement, ils ont complètement dérégulé, en fait, avec Parcoursup, l'accès à l'enseignement supérieur. Ça fait vraiment ça fait la joie des groupes privés, donc comme Galileo, qui est un très grand groupe privé qui utilise l'apprentissage, etc., pour faire son beurre dans l'enseignement supérieur. Faut savoir qu'il y avait 13% des étudiants qui allaient dans l'enseignement supérieur privé dans les années 2000. Maintenant, ils sont 25%, et c'est exponentiel. Et qui vous retrouvez dans le conseil d'administration de Galileo? Martin Hirsch. Et la ministre Grandjean, qui a organisé la loi sur l'apprentissage. Donc là, il n'y a pas besoin de, vous voyez, on est vraiment dans un truc, et c'est pareil avec SOS, qui c'est des potes donc SOS, c'est des grands groupes qui sont en train de racheter tout le travail social. Et pareil, c'est des potes à Macron, etc. Donc le principal problème stratégique qu'on a, c'est comment on leur reprend le volant. Dans le livre, j'ai une allégorie. Je dis, bon, on a une voiture, elle fonce à fond dans un mur. On est les passagers. Et le truc, c'est comment on reprend le guidon au gars qui est sous coke en plus, puisqu'il ne se aperçoit pas qu'il va dans le mur, quoi. Bon. Et en plus, je décris un peu ça. C'est-à-dire qu'un des problèmes, c'est qu'on pourrait se dire, mais ces gens vont... Samy Joshua me disait ça l'autre jour. Il me disait, mais quand même, ces gens voient bien que la planète, elle brûle et tout ça. Je dis, mais non, mais ces gens ont grandi dans des univers où ils n'ont pas d'accident dans leur vie. Ils vont à Stanislas, ils sont protégés de tout, etc. Donc, dans leur univers, ils s'en sortent toujours. Et donc, ils ne se disent pas qu'ils peuvent être noyés par une inondation, etc. Parce que dans leur univers, il y a toujours quelqu'un qui va les sortir avec un hélicoptère ou une clinique privée. Alors, c'est pour ça que c'est assez effarant. Le jour où ils se retrouvent à l'hôpital et qu'ils sont obligés d'aller dans l'hôpital public parce que la clinique privée n'est pas capable de les soigner, il y en a un qui avait été comme ça touché par la grâce, il dit bah ça sert les services publics. Tu vois, c'était Jean-Marc Sylvestre, c'est ça? Voilà. Donc on a ça c'est le verrou principal. Alors comment j'essaye d'attaquer ça en quelques minutes? Moi, je pense qu'il y a une bataille idéale et une bataille matérielle. Je décris déjà ça. La bataille idéale, la bataille idéologique, c'est sur les imaginaires. Et là, elle se mène partout et tout le temps. Elle se mène dans nos milieux, elle se mène ici ce soir, elle se mène par la musique, elle se mène par la littérature, elle se mène aussi par la politique quand on crée des programmes alternatifs. Ça, c'est la bataille des idées. Et cette bataille des idées, je pense qu'on l'a en partie gagnée sur certains imaginaires. Après, c'est le débat qu'on a en général tous les soirs. Moi, je pense que sur les questions sociales, en ce moment, on est plutôt sur une phase ascendante, c'est-à-dire que les gens sont plutôt conscients de la lutte des classes, et les gens des classes populaires sont plutôt conscients qu'il faudrait indexer les salaires sur l'inflation, pour prendre un exemple concret. Et on l'a gagné sur la question écolo, en partie aussi, c'est-à-dire que ça ne va pas jusqu'au comportement, là, on pourra en débattre, mais sur le fait qu'il faut changer de truc,
Ça va, y compris sur le fait que globalement, on ne peut pas continuer à avoir des jets privés qui se baladent. Franchement, les gens, ils ont conscience de ça. Là où on a un peu perdu la bataille idéologique, pour faire un point sur cette bataille idéologique, c'est la sécurité et l'immigration, typiquement. Même si, quand on regarde, et j'en parle beaucoup dans le livre, et Piketty-Kager en parle aussi, je crois, mais globalement, ça ne veut pas dire que les idées, par exemple, d'extrême droite ont progressé en France. Si vous regardez vraiment de façon précise, elles n'ont pas progressé. Elles ont même légèrement diminué. C'est-à-dire que les Français sont un petit peu plus tolérants vis-à-vis des étrangers et un petit peu plus tolérants vis-à-vis des migrants, mais ça reste à un niveau très, très mauvais pour nous. C'est-à-dire que globalement, ils ont toujours été racistes, ils restent très racistes. Sauf que maintenant, le racisme se traduit par un vote sonnant et trébuchant pour le Rassemblement national. Alors qu'avant, ils pouvaient être racistes et voter pour le Parti communiste. Bon. Voilà, en gros, sur la bataille des idées. Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est comment on mène la bataille concrète. Et ce que j'essaie de défendre, c'est que cette bataille concrète, elle se mène dans différents champs. Le champ de la société civile, le champ du travail et le champ à proprement parler politique. Et que dans nos sociétés modernes, et ça Gramsci l'avait très bien démontré, en fait, on n'a pas d'organisations qui peuvent prendre l'ensemble de ces champs, en gros, et mener le combat sur l'ensemble de ces champs à elles toutes seules. Et donc, on a des syndicats, on a des partis politiques, on a des associations, on a la presse, et tout ça, en fait, doit jouer son rôle. Et plutôt que vouloir, là c'est un petit désaccord que j'ai avec une façon dont la France insoumise a pu par moment, mais c'est très changeant en fait, ça dépend des moments, envisager la politique et imaginer qu'elle, la France insoumise, remplacerait à la fois pour faire simple, la Croix-Rouge, enfin plutôt le Secours populaire, la CGT et le Parti communiste français, et puis aussi, je sais pas, pas l'Humanité, c'est un mauvais exemple, Mediapart. C'est un peu plus indépendant que l'Humanité. Ou 86. Moi, je crois que non, en fait, on a des institutions et en fait, il faut les respecter un minimum parce que chacune joue dans son camp et il faut obtenir des victoires sur chacun des champs. Donc, il faut obtenir des victoires syndicales. Et il faut obtenir des grandes victoires sociales dans des grands mouvements, c'est absolument nécessaire. Mais en même temps, je ne crois pas à la grève générale insurrectionnelle qui, du jour au lendemain, change tout. Il faudra aussi avoir des victoires électorales à toutes les élections, c'est-à-dire qu'il faudra avoir des villes, il faudra avoir des cantons, il faudra avoir, ça se dit plus les cantons, il faudra avoir des régions, il faudra avoir un gouvernement, etc. Et le problème, c'est... Et puis, il faut avoir des victoires sur le champ, on va dire, sociétal. Voilà, donc dans le champ plutôt de la société civile, pas sociétale, mais dans le champ de la société civile. Donc, la liberté de la presse est un acquis énorme sur lequel il faut parvenir. Voilà. Et là, il y a un débat entre Lénine et Rosa Luxembourg. Je passe vite fait, mais c'est très important cette affaire. C'est-à-dire que voilà, Lénine, à un moment donné, s'est dit bon, la liberté de la presse, finalement, on s'en fout. Rosa Luxembourg lui a dit non, c'est très important. Et je crois que dans la processus de stalinisation ensuite de l'État soviétique, ça a joué un rôle. Pas majeur, mais ça a joué un rôle. Bon. Donc globalement, voilà comment je présente un peu ces stratégies. Il n'y a rien de révolutionnaire. Du coup, l'idée, c'est d'être partout, mais c'est pas forcément les mêmes personnes. Et il y a un respect des rythmes. Je le prends sur le cas syndical. Je crois que c'est très important qu'il y ait une indépendance des syndicats et des partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cheminer ensemble. On doit cheminer ensemble, mais on doit rester organisationnellement donc indépendant. Pour une bonne et simple raison, je vais faire la démonstration par ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un pouvoir politique arrive au pouvoir, s'il n'y a pas une auto-organisation à la base, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, globalement, en fait, on se retrouve dans un affrontement en fait, purement institutionnel avec la bourgeoisie et on n'a pas le rapport de force. C'est ce qui s'est passé pour Tsipras, ce qui s'est passé en partie pour la gauche dans les années 80. Donc, il faut absolument que le jour d'après, c'est-à-dire si nous, on arrive au gouvernement, les syndicats ne soient pas à notre botte et ils nous fassent chier le plus possible. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, mais dernier aspect quand même sur la stratégie, parce que je ne l'ai pas dit, ce qui me semble très important, c'est la question démocratique. Parce que je pense que la dynamique vient forcément quand même de la capacité d'auto-organisation des citoyens dans leur quartier et d'auto-organisation des salariés sur leur lieu de travail. Et ça, c'est lié en fait à l'exigence démocratique. C'est-à-dire que je suis assez, mais je pense normalement dans la tradition marxiste, on devrait avoir ça toujours en tête, c'est que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et croire qu'on peut passer outre ça et à un moment donné, qu'il y ait des raccourcis, j'y crois pas. Donc une chose que, si on arrive au pouvoir, une chose qui est très importante, c'est redonner du pouvoir d'agir et du pouvoir aux travailleurs. Et des fois, ça peut faire des lois pas forcément très visibles,
d'ailleurs les lois Auroux ont été dans ce sens-là. C'est-à-dire que redonner du pouvoir aux syndicats, voilà, ça me paraît une première chose qu'il faudrait faire, c'est remettre les CHSCT complètement dans leurs pleines prérogatives, typiquement. Et ça, c'est pas forcément vendeur vu de loin, mais en fait, redonner ce pouvoir-là en termes de lutte des classes, c'est extrêmement important et précieux. Alors, tu parlais d'horizon. Tu disais que ta stratégie, elle dépend aussi de l'horizon. Vers où tu veux aller? Alors, vers où je veux aller? Alors, donc, c'est la deuxième partie du bouquin. En gros, l'horizon, c'est un horizon éco-socialiste, donc forcément démocratique. Et j'ai voulu, dans une première partie, essayer d'expliquer qu'on ne peut pas imaginer un horizon sans qu'on débatte un peu démocratiquement de nos valeurs morales. C'est ce qui fait aussi un peu... parce que souvent, les marxistes n'aiment pas parler de ça. Bon, donc moi, j'ai essayé de refonder 4 valeurs éthiques sur lesquelles on pourrait refonder un projet d'émancipation. Il y en a 2 qui nous sont assez familiers, puisque c'est d'un côté l'égalité, je crois, qui est une valeur qui est dans liberté, égalité, fraternité. Et l'autre, j'ai utilisé solidarité, puisque je préfère solidarité à fraternité pour des raisons de... Sinon, il fallait mettre sororité, enfin bon, voilà, tout ça. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est 2 valeurs centrales dans lesquelles, je pense, on peut reconstruire un projet d'émancipation. Et j'en rajoute 2 autres. Un, c'est la préservation de l'environnement. Alors, j'utilise le nom pompeux de Gaïa, parce que quand j'étais jeune, j'étais... Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Gaïa, c'est la planète Terre et elle est vivante. Voilà. Mais donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on doit arriver à vivre les uns et les autres un peu en harmonie avec la nature. C'est un peu con, hein, mais enfin, faut trouver un truc, quoi. Et ça nous manque dans notre liberté, égalité, fraternité. On n'a pas ça, quoi. Et certaines sociétés précolombiennes avaient ça. Et donc, c'était Gaïa, par ailleurs. Et la mère Terre, je ne sais plus comment il disait en espagnol, Pachamama. Voilà, donc ça, c'est le 3e. Et le 4e, eh ben, j'ai proposé plutôt l'émancipation, avec une discussion dans le livre entre émancipation et liberté, et pourquoi l'émancipation est pour moi une valeur plus progressiste, plus dans la dynamique que la liberté. Voilà, donc l'idée, c'était de partir de ça. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi, dans la bataille dont on a parlé tout à l'heure, la bataille stratégique, de dire qu'on a des valeurs, on est fiers de nos valeurs, et on les défend face à d'autres qui avancent très clairement, qui sont le travail, famille, patrie. Voilà, et donc il faut, et en fait on n'est pas, franchement, quand on discute avec les gens, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité sont encore largement présentes dans notre société. Alors c'est hérité, et puis il faut assumer que c'est hérité en fait d'un héritage chrétien, enfin en fait musulman d'ailleurs aussi, hein, c'est les mêmes. Bon. Donc voilà, c'était le point de départ dans ma réflexion sur l'écosocialisme, c'est ça. Et ensuite, comment on organise la société pour aller vers l'émancipation en préservant l'environnement. En gros, c'est ça, hein, c'est assez simple. Bon. Et comment on fait ? Alors, il y a toute une réflexion sur les communs, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est facile, il suffit de les gérer en commun, donc de les démarchandiser, et d'en faire des communs. Alors, des trucs qu'on sait faire, les services publics, on sait bien faire. Moi, je trouve que ça marche très bien. Fonctionnaire, service public, pour un certain nombre de trucs, ça marche bien. Avec le bémol, c'est qu'il y a une plupart des communs, c'est pas mal d'avoir une réflexion, de savoir à quel niveau on les gère et d'intégrer le plus les citoyens. Donc, bon, je suis pas pour dire que chaque commun ensuite soit géré automatiquement par la puissance étatique. On peut, je réutilise en fait la penseure Elinor Ostrom qui a eu prix Nobel sur ces questions-là, qui démontre hein, que dans certaines populations, les communs ont été gérés par des populations indigènes. L'important, c'est qu'on arrive à trouver les moyens de gérer ces communs pour que la ressource soit gérée durablement, etc. Bon, ça c'est facile. Après, on arrive à la question du marché ou pas du marché et des biens de consommation habituels. Alors mes camarades, notamment Razmik Kochoyan, qui a écrit un bouquin là-dessus, ça les tétanise cette affaire. Et moi, en gros, c'est mais comment on définit les besoins, parce qu'ils veulent sortir complètement du marché. Ils disent mais comment on définit les besoins essentiels ? Alors du coup, on est en besoin artificiel, essentiel. Comment on définit la quantité de chaussures et tout ? Enfin, ça devient. Moi, dans le livre, je suis assez franc. Je dis bah non, en fait, ça, on a besoin d'une régulation par l'offre et la demande. J'assume que sur un certain nombre de biens courants, on ne va pas tous les... Enfin, voilà. Notamment les biens agricoles, parce que là, il y a une histoire avec ce qui s'est passé en Russie. Hein, les Sovkhozs, ça n'a pas marché, indépendamment d'autres trucs. Et en Chine non plus. Enfin, bon, on pourra avoir un débat sur le maoïsme. Mais ça n'a pas marché, cette affaire, quand même. Donc, il y a un moment donné, il faut assumer qu'il y a une régulation d'offres et demande. Donc, toute ma réflexion, c'est comment on fait avec une régulation d'offres et demande, mais sans capitalisme.
Donc je garde le marché, mais je continue de penser qu'il faut se débarrasser du capitalisme. Bon. Donc bon, après j'ouvre un peu la discussion parce que je pense qu'il y a des économistes qui faudrait approfondir ça. Mais l'idée centrale, c'est que en fait on socialise la plus-value. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une plus-value. C'est-à-dire que le travailleur il travaille, on a besoin de capter une partie de sa richesse pour investir, pour faire autre chose avec la plus-value. Bon, le problème du capitalisme, c'est qu'il prend la plus-value et c'est lui tout seul qui décide de où il réinvestit. En fait, il faut la socialiser, dire qu'il y a bien une plus-value, c'est-à-dire une partie de votre argent, quand vous travaillez, c'est comme la Sécu d'ailleurs, il y a bien une partie de votre argent qu'on vous prend pour faire autre chose. Là, ça serait l'idée qu'on la prend pour, dans l'entreprise, réinvestir ailleurs. Et soit c'est les salariés auto-organisés qui décident de ça, soit c'est les salariés auto-organisés en discussion pour, par exemple, des entreprises qui ont un impact fort, en discussion avec les citoyens de la région, etc. Donc voilà, l'idée c'était de construire. Alors évidemment, c'est un socialisme, comme tu parles, si on veut le résumé, c'est un écosocialisme autogestionnaire, assez fortement, avec un rôle étatique, mais qui est pas, qui est toujours subordonné quand même au caractère démocratique. C'est-à-dire que c'est à nous toutes et tous de décider, par exemple, pour tel truc, on doit le gérer collectivement. Pour l'eau, par exemple, si vous prenez l'eau, c'est géré à l'échelle des communes, la municipalisation de l'eau, ça nécessite peut-être pas d'être géré à l'échelle de l'État. Certains disent que ça doit être géré à l'échelle du bassin versant. Enfin, tout ça est intéressant en fait, mais ça doit être mis en débat, éclairé par des scientifiques, éclairé par les différents citoyens et tranché démocratiquement. Donc on n'a pas à choisir. Mais néanmoins, il me semblait important de donner quelques jalons parce que les communistes ont tendance à dire de toute façon l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et l'horizon communiste c'est pas notre problème. Enfin, il y a un peu de ça. Alors, il y a du coup un horizon qui a été défini dans le manifeste du Parti communiste, mais qui a un horizon assez... c'est là où je m'éloigne quand même du marxisme du manifeste, parce que Marx, dans d'autres écrits, n'est pas comme ça. Mais il y a un horizon qui est vécu comme quelque chose de positiviste. Il y a les forces productives et ça donne ça dans l'histoire, etc. Ça, je n'y crois pas du tout et j'essaie de démontrer pourquoi ce n'est pas vrai anthropologiquement et qu'il n'y a pas de sens dans l'histoire, par contre. Donc, c'est à nous de créer le sens dans l'histoire. Là-dessus, je suis plus sartrien. Alors pour finir cette interview, mais pas le débat, rassurez-vous, je me suis laissé dire qu'il y avait des élections européennes d'ici peu de temps. Est-ce que tu pourrais nous en parler pour clore cette interview et pas le débat ? Alors, sur les élections européennes, écoutez, d'abord pour rappeler qu'on est dans une séquence en France, avant de parler des élections européennes, extrêmement inquiétante. Moi, pour ma part, je pense qu'on est dans un cours assez nouveau, avec un risque, pour la première fois de notre histoire, enfin pas la première fois, mais un risque depuis 1945 de victoire de l'extrême droite. Il faut qu'on prenne les uns et les autres la mesure de ce que ça peut être. Il y a un débat qu'on ne mène pas assez sur c'est quoi la possibilité du fascisme en France. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste Mélanie ou est-ce que ça peut être pire ? Est-ce que les libertés publiques seront mises en danger ou pas ? On n'a pas ce débat, on devrait l'avoir, parce que ça conditionne tout le reste. Y compris les élections européennes, tu vas voir. Parce que fondamentalement, et moi je pense ça à l'instant T, mais peut-être que dans 6 mois je ne penserai pas ça, mais à l'instant T, je pense qu'on a une dynamique de fascisation, et j'utilise le terme de fascisme, dans l'ensemble des sociétés européennes et américaines, et Trump 2 ne sera pas Trump 1, et Trump 2 sera peut-être beaucoup plus proche du vrai fascisme que Trump 1 ne l'a été. On est dans une dynamique. Et donc ça, il faut être... Et j'ai inclus dans la dynamique des gens comme Erdogan ou Poutine. C'est une dynamique internationale dans laquelle on se retrouve. Bon. Donc, par rapport à ça, il y avait un enjeu central d'essayer de donner à voir que la NUPES, on est plus nombreux qu'eux. Enfin, on va pas refaire le débat, mais globalement, à toutes les élections, ça serait mieux, c'eût été mieux, si on avait été tous unis, parce que globalement, on a besoin de donner confiance aux classes populaires et en tout cas à la gauche dans son ensemble, qu'on est en mesure de gouverner, qu'on est capable et qu'on peut les battre. Sachez quand même qu'on était devant eux aux législatives, au premier tour, mais devant tous, c'est-à-dire on était devant le RN, mais devant aussi les macronistes, et que les premiers sondages de liste européenne unie nous donnaient devant. Donc on est dans une sorte de morosité totale, parce qu'on se dit, oh là là, on pèse rien, etc. Mais en fait, on a 3 blocs. Maintenant, il faut prendre cette situation. Il y a 3 blocs. Et ils sont pas, contrairement à ce qu'on peut entendre dire, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les macronistes, c'est pas le bloc fasciste non plus. C'est pas les mêmes électorats, c'est pas totalement des vases communicants. Sur des seconds tours, ils ont fait des choix là, mais ils n'avaient pas fait les mêmes choix. Moi, je peux vous décrire ma circonscription, ils n'avaient pas fait les mêmes choix en 2017, c'est-à-dire que les électeurs RN avaient voté pour moi. Vous avez bien chier, mais c'est la vérité. Donc du coup,
cette situation de tripartition, il faut la prendre telle qu'elle, et on aurait dû être ensemble. Voilà, ça c'est ce que je dis, et c'est pour ça qu'on a mené le débat, je pense, et qu'on la LFI a eu raison de proposer, y compris la tête de liste à ELV, et qu'on aurait dû, et ça aurait été mieux. Maintenant, on est dans une situation où ce n'est pas le cas, donc chacun va faire sa campagne. Moi, je pense qu'il ne faut pas creuser des digues entre nous, il faut avancer positivement. Et moi, en ce qui me concerne, sur la liste Manon Aubry, et je suis très fier que ce soit elle la tête de liste, très fier de notre liste, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on incarne... Enfin, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on incarne, en gros, le nom de gauche. C'est-à-dire qu'il y a bien de gauche. Bon, il faudrait qu'elle se rassemble pour faire face au Front National, et ils se rassemblent derrière nous plus que derrière eux. Hein. Enfin, ça, on est tous d'accord ici, je pense. Mais pas derrière au sens on se met derrière les uns les autres, mais parce que je pense que historiquement le hollandisme a montré que son impasse. Enfin, on n'a pas besoin de le redémontrer une deuxième fois. Enfin, il vaudrait mieux pas avoir... Voilà. Donc Glucksmann, je pense pas que ça soit le rêve de l'ensemble du monde populaire en France. Bon, mais globalement, il y a quand même de gauche qui reste sur les questions européennes. C'est-à-dire que cette question de la concurrence libre et non faussée, c'est structurant. Et donc, il faut profiter de cette campagne, à mon avis, pour remontrer que ça, c'est structurant et que non, on ne veut pas de la concurrence libre et non faussée et de la destruction méthodique de tous les services publics, hôpital, école, et tout ça procède du non-respect du nom de gauche, quand même. Donc, je pense qu'il faut le remettre sur la table sur ces questions sociales. Alors, évidemment, les questions internationales vont s'inviter. Et je pense que là, on a le bon positionnement. C'est en soutien à la Palestine et en relative prudence vis-à-vis des déclarations de Macron sur l'Ukraine, je vous l'ai dit en préalable. Mais néanmoins, je pense qu'on peut faire tout ça en positif, sans trop insulter l'avenir. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, en me disant que de toute façon, moi, j'ai fait 40% au premier tour en 2022, donc sur une circo qui était à droite avant. Je fais 18% en 2017 tout seul. D'accord ? Je rappelle ça, et Mélenchon fait que 33% sur cette circonscription. Hein, et on fait 40% avec la NUPES. Je le repose, hein, pour pas qu'on oublie, quand même. C'est-à-dire que si on est unis, on a peut-être une chance de les battre. Si on est divisé, c'est sûr qu'on va au casse-pipe. Voilà. Bien, je te remercie, Hendrik.